Bonjour, je suis Audrey Bruxelles, chargée de mission communication pour la délégation générale Wallonie-Bruxelles au Québec. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui M. Raoul Delcorde, ambassadeur honoraire de Belgique et professeur invité à l'Université de Montréal. M. Delcorde a souhaité partager avec nous quelques réflexions sur les liens entre la bande dessinée franco-belge et les relations internationales. La célèbre boutade du général de Gaulle, rapportée par André Malraux, au fond, vous savez, mon seul rival international, c'est Tintin. Nous sommes les petits qui ne se laissent pas avoir par les grands. On ne s'en aperçoit pas à cause de ma taille. Très tôt, la BD franco-belge nous a ouvert les yeux sur le monde, nous a aidés à décrypter le réel et à appréhender la diversité de la planète. Et ce regard sur le monde créait véritablement de l'empathie pour ces personnages de BD qui n'ont que leur courage et leur audace pour résister à l'oppression des détenteurs du pouvoir. Chez Tintin, on retrouve les qualités morales de l'univers scout, qui était l'univers d'Hergé, avec les préjugés de son époque, mais toujours aussi une forme d'empathie pour les populations qu'il rencontre. Il est avide de découvrir le monde et les peuples qui y vivent. C'est un journaliste et un anthropologue à la fois, avec un réel intérêt pour d'autres cultures, une volonté d'être présent sur tous les points chauds de la planète, dans les zones de conflit, où il jouera souvent le rôle de médiateur et même d'artisan de paix. Tintin est véritablement immergé dans la réalité de son temps et réagit avec le pragmatisme belge qui le caractérise. Mais on peut aussi trouver en lui une grande empathie avec les autres, une générosité inspirée par le mouvement scout, et aussi une philosophie non violente, la plupart du temps en tout cas. Mêlant science-fiction et roman d'espionnage, cet auteur va s'inspirer de la guerre froide pour narrer, à partir du secret de l'Espadon, l'opposition du monde libre aux États totalitaires, et notamment le fameux péril jaune au service duquel s'est mis le sombre colonel Ulrich. L'Espadon, qui est un avion sous-marin supersonique, anticipe sur les drones d'aujourd'hui. La recette de cette BD, du succès de cette BD est en grande partie due à son univers, qui se situe entre science-fiction et anticipation. Le lecteur découvre un officier et un savant britannique, plongé dans la Troisième Guerre mondiale, frayant avec les mystères de l'Antiquité et des continents engloutis, notamment dans l'énigme de l'Atlantide, désamorçant une arme météorologique dans SOS Météore, explorant le temps dans le piège diabolique. Ces héros de BD accèdent au statut d'icône de la ligne claire et de la BD franco-belge. Ils font face au célèbre Ulrich, aventurier mercenaire, âme damnée qui n'a de cesse de contrecarrer les plans des deux amis britanniques incarnant les valeurs de l'Angleterre éternelle. Les continuateurs d'Edgar P. Jacobs, de l'album La machination Voronov jusqu'au cri du Bollock, ont veillé à la construction subtile du récit avec un arrière-fond militaire et politique rigoureux. D'ailleurs, la série des Black et Mortimer, il y a un nouvel album qui va sortir sous peu, par la puissance de ces thèmes, crée une véritable poétique de l'imaginaire, faite de nostalgie, c'est l'Angleterre des années 50, de séduction, de fantastique. Alors, Lucky Luke, Luc le chanceux, qui promène son Stetson blanc et son foulard rouge sur près de 80 albums qui se déroulent tous autour de la guerre de sécession qui déchira l'Amérique à la fin du XIXe siècle. On retient le côté bourru du personnage, son flegme, et finalement aussi cette manière de caricaturer des personnages du Far West, entre les frères Dalton et le chien Rentemplant. C'est un univers intéressant qui est empreint d'une forme de dérision mais aussi de courage,
et qui est marqué par un refus de se prendre trop au sérieux. La fin immuable de chaque album, c'est le cow-boy solitaire qui s'éloigne dans le soleil couchant, éternel recommencement, est inspiré d'un western, le western Shane, tourné en 1953. Ce monde-là, on le retrouve aussi dans les aventures d'Astérix, qui opposent le petit village gaulois à l'Empire romain. Les personnages d'Astérix ont traversé les pays, ont traversé les cultures de leur époque, mais sans se départir d'une forme d'autodérision. De connivence avec le lecteur, le petit village gaulois qui résiste aux Romains, c'est l'éternelle revanche du petit contre le grand, de la force morale d'une population, joliment symbolisée par la potion magique, contre la force brute, incarnée par le pouvoir de l'Empire romain. Spirou tire son nom du mot wallon pour désigner l'écureuil. Cet animal, petit espiègle, qui correspond totalement à l'image du personnage. De plus, le petit garçon est roux, comme l'écureuil. Ce groom sympathique a été expédié par monts et par veaux pour de trépidantes aventures depuis le modeste mais turbulent village de Champignac jusqu'à la Lune, en passant par la forêt de Palombie où il a déniché le marsupilami, les Balkans en guerre, le sud de l'Amérique, comme le cœur de New York. Tibet, Afrique noire, ou encore Antarctique, Russie, Paris submergé, tous ont été le théâtre de ces prouesses, parfois physiques, non dénuées de malice, mais essentiellement humanistes. Bref, ce redresseur de tort, qui a pris vraiment toute sa mesure grâce au talent de Franquin, connaît bien son monde, et en connaît aussi parfaitement les travers. C'est dire que les droits de l'homme ne pouvait pas trouver défenseur plus emblématique. Il a été choisi par le Haut Commissariat des Nations Unies comme héros d'un magazine très spécial. Ils sont illustrés en bande dessinée, chacun des 30 articles de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui fêtait ses 70 ans en 2018. Et il s'est fait accompagner de Lucky Luke, de Zork Blub, de Nelson, de Black et Mortimer, de l'agent 212, de Tamara, de Cédric, et on en passe. Ils ne seront évidemment jamais assez pour défendre ce document sacré et chaque jour profané. C'est sans doute vrai. C'est le cas notamment avec Bob Moran, qui est le héros d'environ 85 albums de BD, né de la plume d'Henri Verne. C'est au fond un Indiana Jones avant la lettre. Cet aventurier qui défend la veuve et l'orphelin et qui nous fait découvrir un riche éventail de l'humanité, écumeur des mers, espion tueur, pilleur de vestiges archéologiques, terroristes transnationaux, pour ne citer que quelques échantillons de ce monde interlope aux quatre coins de la planète que le justicier Moran combat dans des affrontements épiques. Mais il y a un message sous-jacent, qui est celui de la force libératrice de la fiction tout autour de l'éthos du justicier, pour citer un spécialiste de cette BD, qui a connu son heure de gloire dans les années 1950-1970. En effet, dans un registre plus sombre, on peut citer la remarquable BD de Jean Van Damme intitulée Kivu. Sur fond d'exploitation du coltan dans l'est de la République démocratique du Congo, l'auteur nous fait toucher de près la tragédie de populations expulsées et en guerre. C'est aussi une forme d'appel humaniste pour venir en aide à ces populations. Et j'ajouterais que là, on touche véritablement au cœur des problèmes contemporains. La grande évolution, me semble-t-il, dans le monde de la bande dessinée est l'émergence du roman graphique, qui a donné la part belle à l'autofiction et à l'expression d'un point de vue subjectif, en ce y compris sur des thèmes de politique internationale. La liste est longue et il serait fastidieux d'essayer de la dresser, mais pour ne donner qu'un exemple,
Chronique de Jérusalem de Guy Delisle est devenu une sorte de vade-mecum pour qui souhaite s'installer dans la ville sainte, qui mélange l'intime et la problématique complexe du conflit israélo-palestinien. L'auteur canadien récidivait ainsi, puisqu'il avait déjà publié des romans graphiques sur Pyongyang et sur la Birmanie, notamment. D'Art Spiegelman à Joe Sacco, notamment dans Palestine, Payer la terre, en passant par Marjane Satrapi dans Persépolis et le magistral Riyad Satouf dans L'Arabe du futur, la bande dessinée atteint des sommets lorsqu'elle parvient à faire se rejoindre l'intime et le récit historique.